Les origines du conflit et l'expansionnisme japonais. Dans les années 1930, le Japon mène une politique expansionniste en Asie. La conquête de la Mandchourie en 1931 puis l'invasion de la Chine en 1937 illustrent l'ambition du Japon de dominer la région et d'accéder aux ressources nécessaires pour soutenir son industrie et son armée. Cette politique expansionniste entraîne des tensions croissantes avec les puissances occidentales, en particulier avec les États-Unis, qui perçoivent le Japon comme une menace pour leurs intérêts en Asie. La réponse des États-Unis est les sanctions économiques. Pour contrer cette expansion, les États-Unis imposent des sanctions économiques contre le Japon, notamment un embargo sur les exportations de pétrole. Ces sanctions visent à limiter les capacités militaires japonaises, mais elles renforcent la détermination du Japon à sécuriser ses approvisionnements en Asie du Sud-Est, riche en ressources naturelles. Ces mesures économiques exacerbent les tensions et rapprochent les deux nations du conflit. L'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis le 7 décembre 1941, le Japon lance une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor, détruisant une partie de la flotte américaine du Pacifique. Cette attaque marque un tournant, les États-Unis déclarent immédiatement la guerre au Japon, et l'Allemagne, alliée du Japon, déclare la guerre aux États-Unis quelques jours plus tard. Cet événement marque l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Les premières victoires japonaises au début du conflit, le Japon enchaîne les victoires, s'emparant de vastes territoires en Asie du Sud-Est, notamment les Philippines, la Malaisie, Singapour et les Indes orientales néerlandaises. Ces conquêtes offrent au Japon un accès direct aux ressources stratégiques de la région, renforçant sa position militaire et économique dans le Pacifique. La bataille de la mer de Corail, mai 1942, la bataille de la mer de Corail est le premier grand affrontement naval entre les États-Unis et le Japon. Bien que tactiquement indécise, cette bataille empêche le Japon d'envahir la Nouvelle-Guinée et marque un coup d'arrêt à l'expansion japonaise vers le sud. Elle est également la première bataille où les porte-avions jouent un rôle central, préfigurant l'importance de ces navires dans le conflit du Pacifique. La bataille de Midway, le tournant stratégique en juin 1942, les États-Unis remportent une victoire décisive à la bataille de Midway. Ayant décrypté les codes japonais, les Américains tendent une embuscade et détruisent 4 porte-avions japonais. Cette défaite affaiblit considérablement la flotte japonaise et marque le début de la reconquête américaine dans le Pacifique. La campagne de Guadalcanal, 1942 à 1943, la bataille de Guadalcanal marque la première offensive terrestre des Alliés contre le Japon. Les combats sont acharnés et se déroulent dans des conditions extrêmes. L'histoire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki est un des épisodes les plus marquants et controversés de la Seconde Guerre mondiale. En août 1945, dans un effort pour mettre fin rapidement au conflit avec le Japon, les États-Unis prennent la décision de larguer des bombes atomiques sur ces deux villes. Ces attaques font des centaines de milliers de victimes et inaugurent l'ère nucléaire. Voici un récit complet des événements, des motivations derrière ces bombardements, et de leurs conséquences à court et long terme. Contexte et raison des bombardements atomiques. L'état de la guerre en 1945, au printemps 1945, la guerre en Europe est terminée avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Cependant, dans le Pacifique, le Japon refuse de se rendre malgré des défaites successives et une situation militaire désespérée. Les États-Unis, après de nombreuses batailles sanglantes comme Iwo Jima et Okinawa, planifient une invasion directe de l'archipel japonais. Cette opération, appelée « Opération Downfall », est prévue pour fin 1945 et début 1946 et laisse présager des pertes humaines considérables des deux côtés. Le développement de la bombe atomique. Depuis 1939, les États-Unis travaillent secrètement au développement de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Mené par des scientifiques et des ingénieurs, dont Robert Oppenheimer et Enrico Fermi, le projet aboutit à la création de 2 bombes atomiques. Le premier essai nucléaire réussi, appelé Trinity, a lieu le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, prouvant que cette arme de destruction massive est prête à être utilisée. Les motivations de l'utilisation des bombes. Accélérer la fin de la guerre, le président Harry S. Truman, successeur de Franklin D. Roosevelt, estime que l'utilisation de l'arme atomique pourrait contraindre le Japon à une reddition immédiate, évitant une invasion coûteuse en vies humaines. Impressionner l'Union soviétique, dans un contexte de rivalité naissante entre les États-Unis et l'URSS,
certains dirigeants américains voient dans la bombe un moyen de démontrer la puissance des États-Unis et de dissuader l'URSS dans l'après-guerre. Refus de capitulation sans condition par le Japon, les dirigeants japonais sont divisés, mais la plupart refusent de capituler sans condition, surtout s'il faut renoncer au statut divin de l'empereur. Le bombardement d'Hiroshima, 6 août 1945. Le matin du 6 août 1945, l'avion américain Enola Gay, un bombardier B-29, décolle de l'île de Tinian dans le Pacifique, transportant une bombe atomique surnommée Little Boy. Cette bombe utilise de l'uranium-235 et possède une puissance équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT. Le largage de la bombe. À 8h15, la bombe est larguée sur Hiroshima, une ville d'environ 350 000 habitants et centre industriel et militaire important. L'explosion survient à environ 600 mètres d'altitude et détruit instantanément la majeure partie de la ville, créant une boule de feu et une onde de choc massive. Les effets immédiats. Destruction, environ 80% des bâtiments sont détruits sur un rayon de plusieurs kilomètres autour du point d'impact. La chaleur intense vaporise les structures et provoque des incendies massifs. Victimes, on estime que 70 000 à 80 000 personnes meurent instantanément, et des milliers d'autres succombent dans les heures et jours qui suivent en raison de graves brûlures et de traumatismes. Les conséquences humaines immédiates des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki furent dévastatrices et ont laissé des cicatrices profondes tant sur les survivants que sur les familles des victimes. Les attaques ont entraîné des pertes humaines massives et ont causé des souffrances terribles parmi ceux qui étaient présents dans les deux villes au moment des explosions. Voici un aperçu détaillé des effets immédiats. Les deux villes ont été pratiquement détruites lors des explosions. À Hiroshima, la bombe atomique Little Boy, larguée le 6 août 1945, a tué environ 70 000 à 80 000 personnes instantanément. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, la bombe Fat Man a frappé Nagasaki, tuant environ 40 000 à 70 000 personnes. La plupart des victimes sont mortes immédiatement à la suite de l'explosion, de l'effondrement des bâtiments et des incendies qui ont ravagé les villes. L'explosion de la bombe a libéré une chaleur intense, équivalente à plusieurs milliers de degrés Celsius, ce qui a provoqué des brûlures graves chez ceux qui se trouvaient à proximité de l'épicentre. Les personnes exposées directement à l'explosion ont été brûlées sur tout leur corps, avec des brûlures de 3e degré souvent mortelles. Le terme « brûlé » était couramment utilisé pour décrire les victimes des bombardements, car leur corps était souvent irrémédiablement endommagé. Les brûlures thermiques étaient exacerbées par les incendies massifs, qui ont balayé des quartiers entiers. Ceux qui ont survécu à l'explosion immédiate ont été confrontés à des souffrances extrêmes dues aux blessures de chaleur. De nombreuses personnes qui n'ont pas été tuées sur le coup ont succombé à leurs blessures dans les heures et les jours qui ont suivi l'attaque. Des milliers de blessés ont été incapables d'obtenir les soins médicaux nécessaires en raison de la destruction massive des hôpitaux, de l'absence de personnel médical et de l'impossibilité de transporter les blessés. Les victimes ont souvent dû souffrir pendant plusieurs jours avant de mourir. La violence des explosions a entraîné l'effondrement massif des bâtiments, piégeant des milliers de personnes sous les décombres. Beaucoup sont mortes écrasées sous les ruines de leurs maisons, de leurs bureaux ou d'autres structures. Les cris désespérés résonnaient dans l'air tandis que la fumée épaisse s'élevait voluptueusement vers le ciel, implacable et sinistre. Les rues d'Hiroshima, jadis pleines de vie et de rires d'enfants, n'étaient plus qu'un champ de ruines fumantes, éparses de corps figés dans une immobilité tragique. Parmi ce chaos noyé de souffrances et d'indicibles horreurs, Akira cherchait désespérément son jeune frère dans les décombres de leur maison totalement éventrée par l'explosion. Akira était un garçon plein de détermination. Âgé de seulement 13 ans, il ne pouvait imaginer que quelques heures auparavant, sa vie somme toute ordinaire basculerait vers l'innommable. Ce matin-là, leur seul souci semblait être le manque de coquillages pour compléter une maquette de bateau qu'ils avaient préparée pour l'école. Mais en un instant, la chaleur intense de l'explosion avait transformé cet instant de bonheur simple en un cauchemar brûlant. L'air était chargé de l'odeur âcre des bâtiments en feu et du métal fondu, un rappel cruel des événements de cette matinée. Akira essaya d'ignorer la douleur cuisante de ces brûlures alors qu'il escaladait précautionneusement un tas de gravats. Il sentait ses genoux fléchir sous le poids de la fatigue et de la peur qui lui broyaient les entrailles.
Soudain, il aperçut le pain de tissu familier d'un kimono entre les débris. Il s'avança rapidement, les larmes lui brouillant la vue, priant de toutes ses forces pour ne pas découvrir ce qu'il redoutait tant. La silhouette recroquevillée sous les détritus était celle de Kenji, son frère de 8 ans, immobile. Akira tomba à genoux à côté de Kenji, soulevant les débris avec une douceur précautionneuse qui contrastait avec le désespoir qui l'envahissait. C'était une scène de leur quotidien simple, la complicité de leur jeu, les disputes sans fin à propos de tout et de rien semblaient désormais appartenir à un autre âge. Un mouvement presque imperceptible d'une main appela l'attention d'Akira. Kenji, couvert de poussière et de blessures, ouvrit difficilement les yeux. Akira sentit une vague de soulagement l'envahir mais vite balayée par la peur de le perdre. Il prit la main de son frère dans la sienne, ignorant la sueur froide qui perlait sur son front. « On va rentrer, Kenji, murmura-t-il d'une voix tremblante mais ferme. « Je vais te sortir de là, ne t'inquiète pas. » Kenji esquissa un faible sourire, plus semblable à une grimace douloureuse. Il tenta de se redresser, ses lèvres se craquelant pour murmurer des mots que le vacarme du monde en flammes dérobait. Dans ce paysage d'apocalypse, Akira éprouvait une certitude, la vie, malgré ses antiques destructions, persistait de manière vaillante, à l'image de cette minuscule lueur vacillante des yeux de son frère, vivant. La détermination d'Akira, alors qu'il portait Kenji hors du champ de ruines, éclipsait la situationnalité macabre et servait de métaphore à l'espoir renaissant. Dans un petit village niché au cœur des montagnes japonaises, où les sakuras fleurissent en cascade au printemps et les cerisiers se parent de leurs robes roses, vivait un homme nommé Hiro. Hiro était un fermier humble, simple dans sa manière de vivre, mais son cœur était empli par une noblesse rare. Il n'était pas riche, mais il possédait une parcelle de terrain qu'il cultivait avec soin, chaque jour, inlassablement. Hiro avait une famille, et bien qu'il ne soit jamais allé à la guerre, les rumeurs et les nouvelles dévastatrices de ce conflit lointain les avaient atteints. Son village, comme tant d'autres à travers le pays, était touché par les conséquences de la guerre. Les ressources se faisaient rares, les jeunes hommes étaient partis combattre, et le travail au champ devenait de plus en plus solitaire. Malgré tout cela, Hiro restait fidèle à ses racines, continuant à labourer la terre avec la même dévotion. Les voisins disaient de lui qu'il avait le cœur d'un lion et l'âme d'un poète. Un jour, alors que le vent soufflait fort et que les montagnes murmuraient leurs chants anciens, Hiro reçut une lettre de son frère cadet, Keiji, qui combattait sur le front du Pacifique. La lettre était empreinte de nostalgie et de douleur mais contenait surtout une immense tendresse. Keiji y racontait les horreurs qu'il voyait, les amis qu'il avait perdus et la solitude qui lui pesait malgré la camaraderie des soldats. Mais il exprimait surtout son amour pour la terre de leur enfance, là où il espérait revenir un jour. Cette lettre bouleversa Hiro. Alors qu'il la lisait sous le vieil érable qui avait vu grandir leur fratrie, il sentit une profonde tristesse mais aussi une résolution tenace s'emparer de lui. Hiro décida qu'il fallait honorer la mémoire et le courage de ceux partis au loin, en gardant leur terre vivante, en ne laissant jamais dépérir ce pourquoi ils se battaient. Jour après jour, Hiro s'évertua à tirer le meilleur parti de ses ressources, partageant son maigre surplus avec ceux qui n'avaient rien.